Je suis le sergent Jimmy Edmonds et je travaille au bureau du shérif du comté de Columbia depuis 27 ans. À 9 h du matin, on a reçu un appel d'urgence et à partir de là, tout a basculé. Je suis au 229 Hot Springs. La porte de derrière est cassée. Je venais pour des travaux. Et j'ai essayé d'appeler, mais il n'y a personne. Enfin, je ne crois pas. J'ai appelé depuis la porte d'entrée, mais personne ne m'a répondu. La personne qui a téléphoné ce jour-là s'appelait Mitchell Kozar. Il venait faire des petits travaux. Et il s'inquiétait pour la propriétaire parce qu'elle devait être chez elle, sachant qu'il venait. Après son appel, on s'est rendu sur place. On est allé voir la porte de derrière et la vitre était complètement cassée. Dans la maison, tout était sans dessus-dessous. Les matelas étaient renversés, les tiroirs avaient été vidés. On a continué à inspecter les lieux et il y avait du sang sur les murs, par terre. Il y avait beaucoup de sang. Des gens s'étaient battus. On a ouvert la porte du garage et on a trouvé Kay Parsons, la propriétaire, qui baignait dans une mare de sang près de sa voiture. Il y avait une batte de baseball à côté de son corps et un marteau. Elle avait reçu des coups sur tout le corps. On voyait à ses blessures qu'elle avait tenté de se défendre. Vous imaginez qu'on vous frappe à coups de batte de baseball? C'est de la torture. Le cœur de Kay battait encore, donc elle a été transportée d'urgence à l'hôpital dans l'espoir qu'elle s'en sorte. En 27 ans de métier dans la police, je n'avais jamais vu une agression aussi violente. C'était insoutenable. C'était une mère de famille comme les autres. Elle venait de déposer son fils Derek à l'école, mais quand elle est rentrée chez elle, elle a été violemment agressée. Personne n'avait jamais rien eu à reprocher à Kay Parsons. Elle faisait passer sa famille avant tout. Son fils était tout pour elle. C'était une mère parfaite. C'est impensable qu'on puisse faire ça à quelqu'un. C'est trop triste. Ce matin-là, la situation ne s'est pas arrangée lorsque les enquêteurs ont découvert que la maison voisine avait aussi été cambriolée. Ça faisait 2 effractions. Et j'avais peur qu'on ait un meurtrier en fuite. Est-ce que c'était un hasard? Qui serait la suivante? La peur s'est clairement installée. On est entré dans la maison voisine et on a vu que là aussi, tout avait été retourné. Les tiroirs étaient ouverts. Il y en avait partout. On s'attendait vraiment à trouver un autre corps ou quelqu'un de gravement blessé. Mais heureusement, il n'y avait personne. Je suis allé voir dans le jardin, près de la porte arrière, et j'ai vu une petite trace de sang sur la porte. J'ai compris que celui qui était entré chez Kay et qui l'avait agressé était ensuite allé dans la maison voisine pour faire un autre braquage. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Quand on vient de faire ça et de frapper une femme à ce point, est-ce qu'on va dans la maison voisine pour faire un autre braquage? Non, on essaie de quitter le quartier et de s'enfuir au plus vite. Ça semblait plus personnel qu'une agression commise de façon aléatoire. Mais pourquoi ces 2 maisons? Pourquoi ces gens-là? Kay et David Parsons vivaient au 229 Hot Springs Drive. Ils formaient une famille heureuse. La famille Sears vivait au numéro 227 de la même rue. C'était leurs voisins. Il y avait Becky Sears et son mari, Tony. Becky avait 2 garçons d'un premier mariage, Michael et Christopher Bowers. Et elle avait 3 autres garçons, dont 2 avec Tony Sears. Ça lui faisait 5 garçons, donc c'était une maman très occupée.
Quand ils ont emménagé dans le quartier, les Sears et les Parsons sont tout de suite devenus amis. Ils se voyaient tout le temps. Ils faisaient plein de choses ensemble. Ils jouaient au tennis ensemble. Leurs enfants du même âge jouaient au baseball ensemble. Ils étaient très proches. D'après ce que Becky disait, Kay était sa meilleure amie. À voir leur sourire, elles avaient l'air de bien s'entendre. Elles en étaient au même stade dans la vie. Elles élevaient leurs enfants. Leur mari travaillait et ils étaient souvent en déplacement. Elles avaient beaucoup de choses en commun. Becky a reçu un appel. Elle a appris pour les cambriolages et pour l'agression de Kay. Elle s'est alors précipitée chez elle. Quand Becky est arrivée sur place, elle était très perturbée et elle n'arrêtait pas de demander comment allait Kay. Elle ne s'inquiétait pas pour sa maison. Elle s'est précipitée dans sa voiture pour aller à l'hôpital. David, le mari de Kay, n'était pas en ville. Il était en Californie pour affaires. Il n'était pas là quand c'est arrivé. J'ai dû l'appeler pour lui annoncer ce qu'il s'était passé. Il m'a dit qu'il allait prendre le premier avion pour rentrer le plus vite possible. Je suis allé à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Kay, parce que je ne savais pas si elle était encore en vie. Quand David est arrivé, je lui ai expliqué qu'elle était en mort cérébrale. Donc il a décidé de la débrancher. Kay Parsons est décédé jeudi des suites de ses blessures. Les enquêteurs des comtés de Columbia et de Richmond cherchent des indices dans la maison de Hot Springs Drive. Le quartier, habituellement calme et tranquille, est sous le choc. J'avais peur parce que ça s'était passé au bout de ma rue. On se pose forcément des questions. Est-ce qu'on risque de m'agresser? Est-ce que je suis en sécurité chez moi? Je suis retourné sur place et j'ai senti un poids immense sur mes épaules. Tout le quartier voulait savoir ce qu'il se passait et je me demandais par où j'allais devoir commencer. Donc, on a commencé par interroger Mitchell Cozart, le bricoleur qui devait intervenir chez les Parsons. Je crois que je suis arrivé vers 8h45, quelque chose comme ça. Mitchell Cozart nous a expliqué pourquoi il était là. Il nous a dit qu'il avait trouvé la porte de derrière détruite et qu'il avait appelé la police. Et j'ai vu ce garçon, assis sur un rocher de l'autre côté de la rue. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'on aurait dit qu'il montait la garde. Je me suis demandé ce qui se passait. On a su que ce garçon était Michael Bowers, le fils de Becky qui vivait au numéro 227. On l'a vu assis sur cette pierre. C'était assez étrange. Qu'est-ce qu'il faisait assis là devant les deux maisons qui venaient d'être cambriolées? Sur le moment, j'ai demandé à Michael de me montrer ses semelles. Il m'a montré ses chaussures et j'ai trouvé un morceau de verre qui était coincé dans la semelle. Ça ressemblait au verre de la porte cassée. À ce moment-là, Michael était mon suspect numéro 1 et j'ai creusé cette piste. Jusqu'à ce qu'on reçoive un appel qui renverse totalement la situation. Police, j'écoute. Quelqu'un a surgi d'entre des arbres et m'a tiré dessus. Où êtes-vous touché? À la jambe. D'où appelez-vous? Du centre de soins Healing Hands. Quel est votre nom? Becky Sears. On pense tout de suite. Attends. Comment ça peut arriver 2 jours de suite? Qu'est-ce qu'il se passe avec ces deux familles? Qui s'en prend à eux? Bonsoir, c'est l'heure du Flash Info.
2 femmes ont été agressées en 2 jours dans le comté de Columbia et il se trouve qu'elles sont voisines. La première a été battue à mort et l'autre est blessée à la jambe. Nous allons vous en dire plus sur l'attaque de ces 2 femmes. On se demandait ce qu'il se passait. Est-ce qu'elles s'étaient mêlées de quelque chose alors qu'elles n'auraient pas dû? On avait l'impression qu'on les prenait pour cible. Jeudi soir, alors que Becky Sears fermait le centre de soins Avenue Highland, quelqu'un lui a tiré dans la jambe et l'a menacée en disant que si elle ne rendait pas l'argent la prochaine fois, il viserait la tête. Je pensais que le fils de Becky, Michael, était mêlé à cette affaire. Il avait du verre sous sa chaussure. Il y avait un lien entre ces 2 maisons, mais je ne savais pas encore lequel. Quelque chose m'échappait. On a fait des recherches sur Michael et on a découvert qu'il n'avait pas un passé glorieux. Il avait déjà eu des ennuis et il avait déjà été arrêté. Michael avait un problème avec la drogue. Il faisait des séjours en centre de désintoxication pour s'en sortir. Les 2 premiers garçons de Becky étaient fort différents. Les choses avaient été compliquées avec Michael, alors qu'avec Christopher, tout était beaucoup plus simple. Christopher a sa maison, un emploi à temps plein, il fait sa vie. Les 2 garçons n'étaient pas traités de la même façon. Michael était celui qui posait problème, alors que Christopher avait tout du fils adoré. Becky en avait marre de Michael et elle voulait le mettre dehors. Donc toutes les pistes convergeaient vers Michael. Ce jeune homme est sur les lieux du crime, assis dehors devant ses maisons, et il a un problème de drogue. Ce genre de choses va souvent de pair avec les cambriolages. Donc je l'ai convoqué et je l'ai interrogé. Je vais aller droit au but. Si vous saviez quelque chose, vous me le diriez. Bien sûr. Vous avez pris de la méthadone récemment? Aujourd'hui. Michael nous a dit ce qu'il avait fait ce matin-là. Il était sorti traîner chez son ami Anthony Criscioni. Je suis allé chez lui ce matin-là parce qu'il allait au centre de désintox. Et je suis allé le voir parce que je me sentais pas très bien. Et je voulais qu'il me fournisse. Ils sont restés chez lui à regarder la télé. Ensuite, Anthony a dû aller au centre. Donc Michael est parti et il est retourné chez Becky. On a ensuite fait venir Anthony Criscioni pour l'interroger. À quelle heure Michael est-il arrivé chez vous? 6h45 à peu près. Vous étiez réveillé? J'étais levé. J'étais tranquille. J'étais posé sur le canapé, je pensais m'endormir, je l'attendais pas si tôt. Vous l'attendiez? Oui, il m'avait dit qu'il viendrait. Combien de temps il est resté? Il est arrivé vers 6h45 et il est reparti à 8h27 pile. Il nous a donné le déroulement de sa journée et il nous a annoncé les mêmes horaires d'arrivée et de départ que Michael. J'ai insisté un peu sur Michael. Est-ce que lui ou des amis à lui pourraient avoir commis ces crimes? Et là, Anthony a commencé à hésiter. Il sait des choses. Enfin, j'en sais rien. Comment ça? Qu'est-ce qu'il sait? Je sais pas ce qu'il sait. Attendez, vous m'aurez pas comme ça. Soit il sait quelque chose, soit il a vu ou fait quelque chose. Je sais pas. On a ensuite interrogé Christopher pour qu'il nous parle du passé de Michael. C'est son frère et il connaît ses amis. Ma mère ne veut pas de lui à la maison à cause de mon beau-père. Expliquez-moi ça. Mon beau-père ne s'entend pas avec lui et il ment tout le temps sur ce qu'il fait dans la journée. Pendant qu'on interrogeait Christopher, il n'arrêtait pas de dire que Michael n'aurait jamais fait ça. Je voudrais être sûr que votre relation ne perturbe pas votre jugement. Vous savez, quand on prend de la méthadone et qu'on a besoin d'argent pour en acheter, il faut bien en trouver quelque part. Je comprends ce que vous dites. Et parmi les personnes que votre frère a l'habitude de voir, qui pourrait faire un truc pareil? Ouais.
Il va vous falloir plus de papier. Je me suis dit, soit Michael avait besoin d'argent pour de la drogue, soit quelqu'un lui en devait. Peut-être que Kay était mêlé à quelque chose que Michael avait fait. En tout cas, il y avait un lien entre ces deux familles, mais je ne savais pas encore lequel, et ça me rendait fou. Et là, je reçois un coup de fil, et mon enquête prend un virage à 180 degrés. Un gars de la prison m'annonce qu'un de leurs détenus, Jerry Jacobs, veut me parler de ce qu'il s'est passé et de ce qu'il a entendu aux infos. Jerry Jacobs était en prison pour un délit mineur lié à un accident de la route. On s'est installé dans la salle d'interrogatoire. Il m'a regardé et il m'a dit « Je pense que ma sœur est impliquée dans la mort de Kay. » Et là, j'apprends que Jerry Jacobs est le frère de Becky Sears. J'étais là, quoi? J'en revenais pas. Elle est venue me voir un jour sur le parking. Et elle pleurait. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et elle m'a dit qu'elle avait une liaison. Jerry Jacobs révèle à la police que sa sœur Becky Sears a une liaison avec le mari de Kay Parsons, David, ce qui change la donne dans toute cette affaire. Elle m'a appelé et elle m'a dit quelque chose du genre « Tony ne fait pas ci ou ça pour moi, alors que David, oui. » J'étais sous le choc. Mais les choses commençaient à prendre forme. J'avais trouvé ce qui reliait ces deux femmes et ces deux maisons. Jerry savait qu'il y avait deux personnes pour qui Kay devenait gênante. Elle pleurait. Et elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait faire ce genre de choses. Ou si je savais comment faire pour la tuer et que ça ait l'air d'un accident. Jerry m'a expliqué que Becky Sears l'avait carrément supplié de tuer Kay. Et je lui ai dit, tu sais Becky, ça peut arriver à tout le monde d'avoir envie de tuer quelqu'un. Mais elle était là, non, j'ai vraiment envie qu'elle meure. Comment je peux faire? Et je lui ai dit, non, tu ne peux pas faire ça. C'était très courageux de sa part de venir nous dire ce qu'il savait, parce que c'était sa sœur. Jerry a vraiment aidé les enquêteurs en parlant de sa sœur qui avait un vrai mobile. Elle voulait éliminer Kay. Au début, on avait beaucoup de peine pour David Parsons, ce père de famille qui venait de perdre sa femme, sa compagne de toujours. Mais après ça, ce n'était plus pareil quand on a su qu'il avait une liaison. Kay était victime à plus d'un titre. Quand cette histoire de liaison est sortie, la police a tout de suite soupçonné David. Comme par hasard, il était en Californie au moment où sa femme a été tuée. Est-ce qu'il savait ce qu'il allait se passer? Est-ce qu'il y a participé? Est-ce qu'il y avait un plan? Interrogatoire de Monsieur David Parsons, aujourd'hui, le 27 mars 2009. Ma première question, c'était « Parlez-moi de votre liaison avec Becky Sears ». Et il a baissé la tête. L'été dernier, on a tous commencé à jouer au tennis ensemble, et un jour, elle m'a dit « Tu sais pourquoi je suis aussi nul au tennis? C'est parce que tu me déconcentres. » On se draguait un peu. Ensuite, ils ont commencé à s'appeler et à s'envoyer des textos. Et puis, ils ont commencé à se voir et à coucher ensemble. Ils se voyaient dans leurs maisons respectives quand leur conjoint n'était pas là. Donc ça a duré un moment. Becky était obsédée par David Parsons. Ils avaient une relation passionnée.
Je pense qu'elle espérait vraiment réussir à se mettre en couple avec David. À un moment donné, elle a voulu le dire à son mari. Et David a senti que ça allait trop loin. Il a mis fin à cette relation et d'après lui, Becky l'a mal pris. C'était le 18 février. J'avais un autre téléphone qu'elle m'avait donné et je lui ai rendu en lui disant que c'était fini. Je ne lui ai pas dit que j'avais la liste de ses appels. Mais je lui ai dit que je savais qu'il avait parlé à Becky la veille du meurtre. Il m'a regardé et il m'a dit « Ouais, on s'est parlé. » Mardi soir, on a longuement discuté. De quoi? Rien de spécial. On a parlé un peu de nos vies et on a commencé à se dire des trucs sexuels. Cette liaison n'était pas vraiment une affaire classée et terminée. La veille du meurtre, c'était toujours d'actualité. Pour moi, David pouvait tout à fait être impliqué dans l'affaire. Mais il avait un alibi en béton. Il était à des milliers de kilomètres, en Californie. Je n'étais pas convaincu. C'était trop facile. Vous savez, vous ne protégerez pas votre fils si vous ne parlez pas et si vous allez en prison. Pourquoi j'irai en prison? Parce que j'aurais tué ma femme? Si c'est le cas. Vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. J'ai dit, ok, vous avez rompu avec Becky, mais vous parlez sexe au téléphone. Mais il n'a pas arrêté de me jurer qu'il ne savait pas qu'elle cherchait à se débarrasser de Kay. Je ne pensais pas qu'elle était capable de monter un coup pareil. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans la tête des gens. On ne sait pas. Les gens désespérés sont capables de choses inimaginables. Mais à cause de quoi? De vous? De vous? Il a été très coopératif. Il m'a donné des détails très intimes. Il m'a avoué des choses très gênantes. Donc pour moi, il disait la vérité. Il n'avait pas l'air d'être impliqué. Je pense qu'il n'aurait rien fait qui risquait de blesser son fils Derek. Et il ne lui aurait surtout pas enlevé sa mère. Je suis tellement désolé, Derek. J'avais toujours Michael Bowers en tête, le fils de Becky. Je continuais de penser que Michael était impliqué dans cette histoire. Mais à la fin de mon entretien avec David, il m'a fait une autre révélation. Je pense à un truc. Je lui ai demandé qui était au courant et si quelqu'un savait pour nous deux, et elle m'a dit que Christopher savait qu'elle avait une liaison. C'était une autre révélation inattendue dans cette affaire. La seule autre personne qui était au courant de cette liaison, c'était son fils, Christopher. Christopher était un fils dévoué. Becky se confiait à lui à propos de ses relations et de ses problèmes de couple. Elle lui parlait très ouvertement. Jerry, le frère de Becky Sears, savait que s'il y avait un de ses fils prêt à tout pour elle, c'était bien Christopher. Elle appelait Christopher presque tous les soirs, et elle pleurait. Elle lui racontait des trucs. Quand il lâchait son téléphone, je lui demandais « C'était ta mère ? Qu'est-ce qu'elle a encore ?» Il me répondait « Tu la connais, tu sais comment elle est. » Et moi, « C'est encore David ?» Il me disait « Oui, c'est encore David. » Elle est allée trop loin dans sa relation avec son fils et dans ce qu'elle lui confiait.
Quand j'ai su tout ça, j'ai arrêté de croire que Michael était coupable. J'ai compris que je m'étais trompé de fils. Christopher est alors devenu mon suspect numéro 1 dans cette enquête. On s'est intéressé d'un peu plus près à Christopher. Et on a compris qu'il entretenait une relation très étrange avec sa mère. Tout le monde disait que c'était le petit garçon à sa maman, mais là, c'était à un autre niveau. Il faisait tout ce que sa mère voulait. Et en grandissant, elle lui donnait de l'argent. Elle lui avait acheté une voiture, une maison. Tout ce que Christopher voulait, Christopher l'avait. Mais tous ces cadeaux venaient en échange de quelque chose. Tout ce qu'elle lui demandait, il le faisait. Christopher avait un lien très particulier avec sa mère. C'est ma mère, et si elle est triste, je dois la protéger. C'est ma mère, et rien ne m'empêchera de faire ce qu'il faut pour l'aider. On a appris que Becky fournissait des médicaments à Christopher. De l'hydrocodone, de l'oxycontin, ce genre de choses. Est-ce qu'une mère devrait faire ça pour son fils? Non. Il a commencé à prendre du Xanax. Il en prend beaucoup. Et quand il est sous Xanax, c'est impossible de le bouger. Les toxicomanes sont capables de faire beaucoup de choses pour de la drogue. Je suis sûre qu'elle a profité du fait qu'il n'avait pas les idées claires. À partir de là, j'ai pensé que Christopher était tellement dépendant et qu'il aimait tellement sa mère qu'il était capable de tuer pour elle. Elle le tenait. Elle a manipulé son fils jusqu'à ce qu'il soit capable de tuer Kay Parsons. Si tu fais ça, tu auras du Xanax. Quand ils l'ont fait venir pour l'interroger... Vous avez une pièce d'identité? Je l'ai déjà donnée. Ils n'ont pas pu aller très loin. Ils ont tout de suite commencé par lui dire qu'ils savaient qu'il mentait. Les choses ne se sont pas passées comme vous le dites, donc réfléchissez bien. Vous me traitez de menteur? Alors qu'une de mes amies est morte et que ma mère s'est fait tirer dessus le lendemain. Je veux parler à un avocat tout de suite. Je suis sûr que les enquêteurs se sont dit, mais non. C'était le pire qui pouvait leur arriver. Parce qu'ils n'avaient encore rien de ficelé pour coincer l'accusé. Avec Becky, c'était tout le contraire. On l'a installée, on lui a lu ses droits et elle s'est mise à parler. J'ai déconné. Parce que Christopher a cru que je voulais qu'il fasse un truc horrible. Alors que je ne voulais pas qu'il fasse du mal à qui que ce soit. Je lui ai laissé croire le contraire et il a cru que ça allait m'aider. Ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est la vitesse à laquelle cette mère aimante s'est retournée contre lui. Elle n'a eu aucun scrupule à tout lui mettre sur le dos. Becky nous a dit que le matin du meurtre, elle est allée chez Christopher et qu'elle l'a ramené chez elle. Il est monté à l'étage et il s'est caché dans une des chambres.
Ensuite, Becky est partie avec les enfants et Kay est allé déposer son fils à l'école. Il est allé dehors, dans le jardin, quand je suis partie. Je ne sais pas ce qu'il a fait, s'il est resté dans le jardin le temps qu'on parte ou s'il est allé chez eux. Mais j'espérais qu'il change d'avis. Je lui avais dit, Christopher, reste là. Je reviens dans un petit moment. Il a juste dit qu'il allait faire ce qu'il avait à faire. Et je lui ai dit qu'il n'avait rien à faire. Tout est dit. Il était dans le jardin, mais il n'y était pas pour jouer au ballon ou pour sauter sur le trampoline. Dès qu'ils sont partis, il a enjambé la clôture et il est allé chez Kay. Christopher est alors entré par effraction chez Kay Parsons et il a assassiné Kay Parsons. Il m'a laissé entendre qu'il irait chez Kay. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à tout pour que je sois heureuse. Et si ça impliquait de lui faire du mal, il était sans doute prêt à aller jusque-là. Mais en même temps, je sais pas, parce qu'il est tellement gentil. C'est pour ça qu'il est prêt à tout pour que je sois heureuse. Becky Sears faisait tout ce qu'il y avait à faire pour servir ses propres intérêts. Et si pour cela il fallait sacrifier son fils, elle n'allait pas hésiter une seconde. Elle savait parfaitement ce qu'il allait faire. Elle lui avait même demandé de simuler un cambriolage chez elle. Christopher sort ensuite par la porte de derrière et une fois chez sa mère, il simule un autre cambriolage. Il sort par la porte de devant et part sur un chemin dans la forêt. Il porte un sac à dos dans lequel il a des vêtements propres. La preuve que c'était prémédité, il avait des vêtements de rechange. Il appelle alors Becky et elle va le chercher. Vous avez vu du sang sur ses vêtements? Il n'avait pas de sang sur les vêtements. Mais il en avait sur le visage. Je lui ai demandé, Christopher, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi qu'elle va bien, je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Et il m'a répondu, je l'ai buté. C'est une des femmes les plus égoïstes que j'ai jamais vues. Becky Sears tirait les ficelles dans toute cette affaire. Elle a complètement manipulé son fils. Elle lui donnait tout ce qu'il voulait, des biens matériels ou des médicaments. Elle savait à quel point il l'aimait et qu'il était prêt à tout pour elle. Elle tirait les ficelles. C'était sa marionnette et lui, il obéissait aux ordres. Toutes les émotions qu'elle laissait transparaître, comme sa tristesse pour Christopher, sonnaient complètement faux. J'avais trop peur pour lui. Je ne savais pas comment le protéger. Je ne savais pas quoi faire. Je sais pas. On a ensuite parlé du moment où elle a été agressée sur son lieu de travail le lendemain soir. Police, j'écoute. Quelqu'un a surgi d'entre des arbres et il m'a tiré dessus. Elle a expliqué que Christopher et elle trouvaient que la police s'intéressait trop à eux, à leur famille. Donc ils ont voulu écarter les soupçons. Il ne voulait pas me tirer dessus. Il devait juste tirer dans ma direction pour me faire peur et pour que je puisse dire qu'on me demandait de l'argent. Ils pensaient que ça nous donnerait envie de regarder ailleurs. Ils n'ont pas compris que ça les rendait encore plus suspects. Pas très malin. Levez-vous, les mains dans le dos. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Après son arrestation pour meurtre, je me suis souvenu que j'avais déjà interviewé Becky Sears. C'était pour un sujet sur les assurances auto. Je me souviens de cette station essence et de cette belle jeune femme blonde.
On paie $6 000 par an pour assurer nos voitures, donc si je pouvais économiser un peu d'argent là-dessus, je serais ravie. Ça devait être 9 mois avant le meurtre. Sans doute que sa liaison avait déjà commencé. Quand on la regarde, elle a l'air d'une mère de famille tout à fait normale. On peut cacher beaucoup de choses derrière un sourire. Qui aurait pu imaginer? Personne. Le mois dernier, les procureurs ont progressivement levé le voile sur le meurtre prémédité de Kay Parsons, 41 ans. Sa voisine, Becky Sears, serait la commanditaire de cette affaire et son fils, Christopher Bowers, le bras armé. Ils sont tous deux mis en examen pour meurtre. Ils ont fait appel à 2 très bons avocats, Vic et Jack Hawk, 2 ténors du barreau de la région. C'est étrange de voir 2 frères représenter 2 accusés différents qui ont des intérêts opposés dans une telle affaire. Les aveux de Becky ont totalement renversé la situation et nous ont mis en totale opposition, mon frère et moi. Il était évident que j'allais tout faire pour incriminer Becky et mon frère allait tout faire pour incriminer Christopher. C'est notre boulot. La mère et le fils ont tous les deux plaidé non coupables pour les accusations de vol, vol à main armée et meurtre avec préméditation. Oh, les bisous. J'étais au tribunal. J'ai filmé la scène où elle entre dans la salle. Elle cherche Christopher du regard et lui envoie un baiser. Et je me souviens avoir trouvé ça totalement déplacé. Comment peut-on regarder quelqu'un et lui dire qu'on l'aime alors qu'on vient de le trahir? Ça, c'était du cinéma pour les spectateurs de la salle, pas pour lui. Les procureurs requièrent la peine de mort pour Bowers et Sears. Ce procès devient une question de vie ou de mort. L'enjeu n'était plus du tout le même. Et toute l'attention s'est soudainement portée sur eux. Tous ceux qui ont suivi le procès ont compris que le plus dangereux des 2 dans cette affaire, ce n'était pas Christopher, c'était Becky. Elle a rapidement compris qu'elle risquait fort d'être condamnée à mort. Et elle s'est mise à tout faire pour éviter ça. Le tribunal nous a donné accès à 2 lettres écrites par Becky, à l'attention de Christopher. Elle écrit « Mon chéri, comment vas-tu? Pas très bien, j'imagine. Je comprendrais que tu me détestes. Je sais que je t'ai laissé tomber. Je vous ai tous laissé tomber. J'ai été contente de te voir hier. J'espère que tu as entendu quand je t'ai dit je t'aime. » Elle lui ment dans ses lettres et elle ne lui dit pas que c'est elle qui lui a fait porter le chapeau. Quand le procureur a décidé que cette affaire relevait de la peine de mort, Becky et Christopher sont devenus 2 accusés à part entière dans 2 procès différents. C'était la mère contre le fils. L'État veut condamner Christopher Bowers pour le crime qu'il a commis. Et pour pouvoir le faire, ils ont besoin de preuves concrètes et objectives. Mais quelles preuves y a-t-il contre lui? Il n'y avait pas de preuves, ou très peu, mis à part la déclaration de Becky. Pas d'ADN, pas de sang, pas de témoins, rien. Avant que l'affaire ne soit jugée, Becky a fait une nouvelle révélation. Elle a demandé à son avocat de contacter le procureur. Elle a dit qu'elle savait où se trouvaient les vêtements tachés de sang et les bijoux volés pendant l'agression.
Elle nous a dit que tout était chez sa mère, dans le grenier, dans une boîte. Donc on a perquisitionné le domicile de sa mère et on a retrouvé la boîte dans le grenier. Tout y était. Les vêtements tachés du sang de la victime et l'ADN de Christopher. Avec ces vêtements et toutes les pièces à conviction, ils avaient tout ce qu'il fallait pour condamner Christopher. En échange, ils ont levé la possibilité de condamnation à mort de Becky. Elle a donné la vie de son fils pour sauver la sienne. Elle a totalement inversé la relation entre une mère et son fils. Jeudi, Becky Sears et Christopher Bowers ont plaidé coupables pour le meurtre de Kay Parsons, mettant ainsi un terme à cette affaire. Vous plaidez coupable parce que vous êtes coupable? Oui. Ça a dû être terrible pour Christopher. Il devait penser, c'est ma mère. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour me faire du mal. J'étais très triste pour lui. Parce que sa mère lui a volé sa vie. Comment une mère a pu faire ça à son fils, à la mère d'un autre enfant et à ses autres enfants? Elle était totalement diabolique. Et par diabolique, on entend agir et se comporter comme le diable. Pour moi, elle n'a rien d'une mère. L'amour inconditionnel de son fils n'a été qu'un moyen pour elle d'obtenir ce qu'elle voulait. L'obsession de cette femme pour cet homme a détruit leurs deux familles. Beaucoup de personnes ont souffert. Elle a tout perdu ce jour-là. Personne n'a rien gagné à ce jeu-là. Tout le monde a perdu. J'ai de la peine pour tous ces enfants. Pour le fils de Kay, il va grandir sans connaître sa mère, sans la voir auprès de lui pour les grands moments de sa vie. Quand il aura son diplôme, à son mariage, quand il sera papa. Et tout ça pour une histoire de liaison qui a mal tourné.